Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et d'être nombreux pour notre second webinaire qui fait partie d'une série de 3 webinaires sur la thématique télétravail que nous organisons dans le cadre du programme Écomobilité Est-Lyonnais qui est porté en partenariat par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et les associations d'entreprises AEPAC sur le parc du Chêne de Bron et Mi-Plaine Entreprise sur les communes de Saint-Priest, Chassieux, Genasse sur la zone d'activité Mi-Plaine. On a déjà eu la semaine dernière un premier webinaire qui concernait l'aspect juridique du télétravail qui est accessible en replay sur YouTube, qui nous a été présenté par Maître Charlotte Tiltis et Manon Tua. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième webinaire, du coup, qui lui a pour thématique sécurité informatique et coworking, comment se protéger efficacement. Ça sera d'abord Gérard Aurault de Présence Formation qui prendra la parole, puis Sandrine Rabillou de l'espace de coworking Chlorophylle qui enchaînera sur les présentations. Il y aura un troisième webinaire qui conclura cette série de trois sessions qui aura lieu mercredi prochain, et qui portera, lui, sur l'optimisation de la qualité des espaces de travail. Voilà. Eh ben, c'est tout pour moi et bonne écoute à tout le monde. Si peut-être je précise pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir d'interrompre Gérard et Sandrine ou de glisser mes questions entre deux phrases pour que ce soit plus fluide et plus simple pour tout le monde et on ouvrira les micros à la fin pour un temps de libre-échange avec avec les intervenants. C'est tout pour moi. Gérard, c'est bon, tu peux y aller. Merci Tanguy. Alors, je prends la parole. Gérard Aurault, je représente le Présence Formation, spécialisé dans la formation, et je suis plus spécifiquement bien axé sur tout ce qui est sécurité informatique. Et donc là, je vais parler du lien qu'il y a entre la sécurité informatique et le télétravail. Donc, hop, le premier slide. Donc, je me renseigne sur justement la sécurité informatique. La problématique, c'est que c'est un domaine en fait qui est assez peu connu. Et malheureusement, on devient informé, je dirais, de ce que c'est que la sécurité informatique quand on en est victime. Donc, il est important de se renseigner. On a d'ailleurs créé plusieurs documents qui permettent d'avoir toutes les informations pour être sécurisé sur tout ce qui est informatique. Donc, on choisit les bons outils. Il y a des outils qui permettent de se protéger. On les organise et il faut rester vigilant, très, très vigilant. Il faut savoir que la cybermenace est existante et elle est de plus en plus violente, car de plus en plus efficace. Et en plus, ça leur rapporte de l'argent. Quel est l'état de la situation aujourd'hui? C'est que le télétravail a été mis en place dans l'urgence avec le Covid. Il y a des entreprises qui étaient préparées, tant mieux, d'autres qui ne l'étaient pas, et parfois certaines qui ont subi d'ailleurs des attaques. Depuis, le matériel qui est utilisé très souvent en fait par le personnel sont leur matériel à eux, qui n'est pas forcément adapté. Donc, on pourra y venir un petit peu plus tard. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intensification des activités des cybercriminels est vraiment très, très, très forte. C'est de plus en plus courant. Donc, c'est de plus en plus communiqué et c'est tant mieux à partir du moment où les gens sont informés. On peut se protéger efficacement. Les principaux risques, c'est l'hameçonnage. Alors, l'hameçonnage, c'est en fait, par exemple, vous recevez un mail de votre banque qui vous dit il y a ceci sur votre compte, veuillez vite vous connecter afin de régler ce problème-là. Vous vous connectez sur votre compte, vous arrivez sur le site de votre banque. En fait, c'est ce que vous croyez. Vous allez mettre votre login, votre mot de passe, et du coup, en faisant ça, vous allez communiquer aux pirates vos éléments bancaires, et ils vont se faire un plaisir de vider votre compte de façon très simple. Les rançons logiciels, ce sont des attaques très fréquentes aussi. Pardon. Ce sont des attaques très fréquentes qui permet en fait aux pirates, ils cryptent toutes les données qui sont sur votre ordinateur et ils vous disent, bah, si vous voulez récupérer vos données, il va falloir payer. Quand ce sont des données perso, c'est pas très très grave, mais quand ce sont des données qui concernent tous les clients que l'on a dans une entreprise et surtout aussi la comptabilité par exemple, ça peut poser des problèmes lourds, voire même la dissolution de l'entreprise. Le vol de données, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent. Et une arnaque assez fréquente maintenant aussi, c'est les faiseurs de virements ou le faux président. Alors, je le fais rapidement. Le faux président, c'est vous êtes dans une très, très grosse société. Il y a la secrétaire du président qui vous appelle
vous, en vous disant, voilà, c'est la secrétaire du président, nous avons besoin il a besoin d'un accès en direct, le service technique n'est pas disponible, est-ce que vous pouvez ouvrir l'accès pour le président? Alors, comme c'est le président, évidemment, on se met en quatre. Il ouvre les accès, croyant que c'est la secrétaire, mais ça n'est pas la secrétaire, c'est un pirate. Et le pirate concerné va avoir des accès qui vont lui permettre soit de voler des données, soit de crypter des données, et après de demander une rançon, etc. Donc, il faut bien connaître les risques, et c'est là toute la difficulté. Il faut bien connaître les risques pour mieux détecter les attaques et comprendre l'intérêt des mesures de sécurité à appliquer. Les 10 conseils de sécurité pour le télétravailleur. Il faut bien séparer l'usage pro et perso. Ça, c'est un élément important et on peut voir qu'on peut régler cette difficulté-là très facilement. Il suffit d'en avoir seulement conscience. Et comme je dis au départ, et je vais le répéter probablement souvent, la problématique, c'est qu'on n'en a pas conscience. On a conscience de tous ces problèmes-là quand on est victime de ce problème-là. Donc, il faut appliquer les consignes de sécurité de l'entreprise. Pour ça, il faut que l'entreprise ait mis en place des consignes. C'est quelque chose qu'il faut faire et qu'on ne pense pas forcément, du fait, encore une fois, qu'on n'est pas au courant. Quand on est au télétravail, il faut faire ce qu'on ferait au bureau et pas autre chose. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facilement applicable, mais il y a des petites règles qui permettent de suivre ça. Il faut appliquer des mises à jour de sécurité. Les mises à jour, on pense souvent que c'est que pour améliorer un petit peu le système ou faire plus joli ou autre, mais très souvent aujourd'hui, les mises à jour sont faites pour la sécurité. Il y a une faille dans un applicatif, la mise à jour permet de corriger cette faille et du coup, on peut ne plus être attaqué. Il faut vérifier qu'on a bien un antivirus et scanner ces équipements régulièrement. Les antivirus, évidemment, il faut un antivirus pro et pas des antivirus qu'on voit fleurir sur Internet. Y compris d'ailleurs le fait que parfois des antivirus que l'on voit sur Internet n'en sont pas. Ce sont des logiciels qui sont mis à disposition très gracieusement par les pirates, qui sont de faux antivirus et quand vous les installez sur votre machine, ça va vous dire que, oh, bah tiens, il y a un virus, il va falloir payer 20 € pour avoir la version premium qui va corriger le problème. Alors qu'en fait, vous n'en avez pas de problème. Donc, renforcer les mots de passe. Juste une petite anecdote, il faut savoir que la Banque de France a été piratée. Vous pourrez vérifier sur Google. La Banque de France a été piratée par un petit jeune qui en fait ne savait même pas qu'il était sur le site de la Banque de France. Et il l'a piraté parce qu'il est arrivé sur une page où c'était marqué login et mot de passe. Il a login, il s'est dit, bah, je vais taper admin, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et le mot de passe le plus utilisé dans le monde, il faut le savoir, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a mis ce mot de passe-là, il s'est retrouvé sur la Banque de France avec la police qui tapait à sa porte 15 minutes plus tard. C'est du réel. Sécuriser la connexion Wi-Fi. Et encore une fois, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour sécuriser ces connexions Wi-Fi. Sauvegarder régulièrement le travail. Je vais y revenir parce que c'est extrêmement important, la notion de sauvegarde. Les messages inattendus, ça fait référence à des mails que vous recevez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur un faux mail de votre banque ou quelque chose comme ça qui va vous amener, qui va vous hameçonner en fait. Et les moments où on a le plus de possibilités d'attraper des virus sur son ordinateur, c'est quand on veut installer un logiciel. Quand on installe un logiciel, les pirates le savent très bien qu'il y a des logiciels qui sont très demandés, comme je sais pas, Adobe PDF par exemple, Adobe Acrobat, et quand vous voulez télécharger ce logiciel-là, vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez Adobe Acrobat, vous avez le site officiel d'Adobe qui vous fournit ce logiciel gratuitement. Mais il y a après plein d'autres sites qui vous fournissent aussi tout à fait gracieusement de la même manière, sauf qu'à l'intérieur, vous allez avoir plein de virus. Et c'est comme ça qu'on attrape des virus de façon très fréquente. Les conseils de sécurité maintenant pour l'employeur. Donc là, ça vous concerne plus précisément. Il faut définir une politique d'équipement du télétravailleur. Aujourd'hui, le matériel informatique, on peut équiper un collaborateur pour 400, 500 €. On peut avoir du matériel de qualité et bien protégé. Le fait qu'il utilise son ordinateur personnel, ça peut mettre la société dans une situation délicate parce que si son ordinateur n'est pas sécurisé, s'il y a des virus, s'il y a des vers qui vont se propager par le réseau, on peut, juste parce que la personne travaille en télétravail, se retrouver à avoir une entreprise complètement bloquée. Donc, maîtriser les accès extérieurs, et les sécuriser. Renforcer encore une fois les mots de passe. Donc les mots de passe, je vais vous donner une petite astuce, j'espère que je ne prends pas trop de temps. Je vais vous donner une petite astuce pour avoir un mot de passe extrêmement puissant qui sera incraquable et que vous pouvez mémoriser très facilement. La méthode est la suivante, c'est que vous imaginez une phrase dans votre tête. La phrase, ça peut être du style
Je suis content d'être ici avec cette réunion de la CCI. Merci à vous. Et vous prenez que les premières lettres et à la fin, vous mettez un point d'exclamation ou un guillemet, enfin ce que vous voulez, un caractère spécial. Mais en mettant que les premières lettres d'une phrase que vous pouvez retenir, ça vous fait un mot de passe très puissant et vous ne l'oublierez jamais. Est-ce qu'il existe des outils qui permettent de centraliser les mots de passe et de les changer globalement pour pas qu'on ait à changer manuellement tous les X mois chacun de nos accès? Alors, ça n'est pas possible pour la simple et bonne raison, c'est que les mots de passe sont stockés chez par exemple, votre banque ou alors sur votre compte Facebook. Donc, il n'y a pas d'automatisme réalisable puisqu'il faut que vous alliez vous connecter sur Facebook et votre banque pour changer votre mot de passe. Par contre, il existe des logiciels qui génèrent des mots de passe automatiques. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, par exemple, sur Facebook, vous devez avoir en tête un mot de passe très puissant, donc très costaud, que vous allez rentrer. Et une fois que vous allez rentrer ce mot de passe-là, le logiciel, lui, il va libérer tous les autres. C'est-à-dire qu'après, vous allez dire, je veux aller sur Facebook. Il va aller directement se connecter sur Facebook, mettre le login, mettre le mot de passe, et le mot de passe qu'il aura généré lui-même. Un mot de passe extrêmement costaud, extrêmement puissant. Sachant que ces logiciels-là sont... Aujourd'hui, je pense que c'est impératif d'utiliser un logiciel comme, par exemple, Roboform, qui est un logiciel payant. Il y a aussi un logiciel gratuit qui s'appelle KeePass, qui sont des logiciels très très bien. Il faut utiliser ces logiciels-là. C'est la meilleure méthode pour sécuriser toutes vos données, parce que des accès, on en a beaucoup. On a Facebook, on a notre banque, on a plusieurs sites différents. Il faut impérativement sécuriser les données. Quelque chose qui arrive très souvent d'ailleurs, c'est que vous décidez de créer un mot de passe puissant. Vous le retenez, c'est super, sauf que vous mettez ce même mot de passe de partout. Donc, si par exemple ce mot de passe, vous le mettez sur un site quelconque de vente de produits et que le site-là se fait pirater, il va récupérer votre login, votre mot de passe. Et après, ce qu'il va faire immédiatement, c'est aller tout de suite sur Facebook pour voir si vous n'avez pas utilisé le même, ce qui arrive très régulièrement. Et grâce à ça, après, il va aller voir sur votre boîte mail, changer le mot de passe et là, il aura accès absolument à tout, puisque avec le mail, on peut faire des demandes de modification de mot de passe. Donc, c'est extrêmement important cette notion-là. Sachant que KeePass, en plus, c'est un logiciel qui est libre, hein, c'est ça? Oui. C'est un logiciel gratuit et libre, ce qui est encore plus intéressant à utiliser du coup. Tout à fait, tout à fait. Alors, évidemment, un logiciel pro comme Roboform a des je ne vais pas rentrer dans le détail, mais a des fonctionnalités un petit peu plus intéressantes qui facilitent un peu plus la vie. Ça coûte, je crois, quelque chose comme 20 € par an. Donc, je pense que c'est tout à fait accessible. C'est un bon choix. Politique de déploiement des mises à jour de sécurité, c'est impératif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, les mises à jour, ce n'est pas que pour faire joli, c'est aussi beaucoup maintenant pour des notions de sécurité. Renforcer la sauvegarde de vos données, ça c'est encore une fois impératif. Les sauvegardes, on va y revenir un petit peu plus tard. J'essaie d'aller plus vite parce que je vois que le temps passe. Donc les antivirus, il faut des antivirus pro, je l'ai déjà dit. Il faut mettre en place... Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un antivirus en plus de Windows Defender aujourd'hui? Alors, je vais faire une réponse un petit peu bateau. Si vous êtes sensible à la sécurité, vous n'en avez pas besoin. Moi, je suis sensible à la sécurité, bien évidemment. Je n'ai pas autre antivirus que celui de Windows, qui me suffit très largement. Maintenant, si vous n'avez pas cette sensibilité-là, si vous avez des risques quand vous allez sur Internet, que vous ne maîtrisez pas sur quel site vous allez, est-ce que vous êtes vraiment sur le site de l'éditeur du logiciel, par exemple, ou pas, si ce risque-là existe, il vaut mieux prendre un logiciel professionnel. Kaspersky, enfin, il y en a plein. Mais évitez vraiment les logiciels gratuits. Si c'est payant, il y a une raison, il y a une vraie raison. Et la protection est très inférieure avec un gratuit. Pardon. Donc, mettez en place une journalisation de l'activité de tous vos équipements. Ça, c'est évident. Superviser les accès externes, c'est quelque chose dont on peut développer dans le cadre d'une formation, par exemple. Apporter un soutien réactif à vos collaborateurs, ça, c'est important. C'est cette notion de management. Quand on a une entreprise, on a des collaborateurs, il faut qu'ils sentent que l'on est présent pour eux. S'ils se sentent démunis et seuls, ils auront moins la volonté d'être vigilants. N'oubliez pas que quand ils travaillent de chez eux, c'est votre entreprise qui délocalise chez eux. Et les risques qui sont liés à votre entreprise vont être chez lui. Si lui n'a pas de sensibilité, vous risquez gros. Préparez-vous à un affrontement, à une cyberattaque. Est-ce que vraiment, c'est une question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Si vous avez une cyberattaque, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas de réponse à cette question, je vous suggère de vous la poser très fortement. Parce que la question, c'est est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens de perdre toutes vos données aujourd'hui?
Posez-vous cette question-là. Si la réponse est non, faites ce qu'il faut. C'est un peu direct, hein, mais la sécurité, ça nécessite ça. Parfois, il faut être un petit peu directif. Dirigeants, montrez l'exemple et impliquez-vous, c'est ce que je viens de dire. Je vais aller un peu dans le détail sur les mots de passe. Donc, les mots de passe, je vous disais, le mot de passe le plus utilisé, et c'est réel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a aussi coucou, ça marche très très bien. Il y a coucou 38 quand on est dans l'Isère et coucou 69 quand on est dans le Rhône. Les mots de passe, c'est très facilement craquable quand on a des mots de passe comme ça. Donc, mettez un mot de passe fort, utilisez par exemple la technique que je vous ai indiquée, elle est très très bonne et très efficace. Il doit être différent par service. J'insiste lourdement là-dessus, c'est très important. Quand vous mettez un mot de passe sur un site, il doit être que sur ce site-là et pas ailleurs. Et il doit être stocké dans un endroit sûr. On oublie les post-it collés sur le bord de l'écran. France Télévisions s'est fait pirater, il faut le savoir, c'est pareil, une histoire vraie. Ils se sont fait pirater parce qu'en fait, il y a eu un reportage chez eux et le caméraman a filmé en fait, les locaux. Et en fait, la caméra, quand elle est passée, il y avait un tableau. Et sur ce tableau, il y avait des post-it. Et sur ces post-it, il y avait les logins et les mots de passe de France Télévisions. Réel, allez vérifier, vous verrez. Et du coup, forcément, des pirates ont vu ça, ils se sont empressés d'aller vérifier et qu'effectivement, c'était les bons logins et bons mots de passe. Et ils se sont fait pirater comme ça. Donc, on oublie les mots de passe. Enfin, les post-it, pardon. Je suis dans les temps, hein. Oui, à peu près. Les sauvegardes. Alors, les sauvegardes, c'est intéressant parce que très souvent, par exemple, je vois, on fait des sauvegardes sur un petit disque dur externe à côté et on le fait très régulièrement. Donc, c'est un travail qui est excellent. Sauf que si votre ordinateur prend feu, ça peut arriver, la sauvegarde, elle prend feu en même temps. Donc, il faut avoir une sauvegarde externe. Mais si vous faites pirater la sauvegarde externe, parce que ça on me le dit parfois, comment je fais? Et dans ce cas-là, il faut avoir une sauvegarde avec le disque dur à côté, une sauvegarde externe, une deuxième sauvegarde externe dans un autre serveur, et avec en plus des révisions. Ça, c'est important. Les révisions, ça permet, on a vu par exemple récemment qu'il y a des hôpitaux qui se sont fait pirater et qui se sont retrouvés complètement bloqués à cause de rançongiciel. Il fallait qu'ils payent une rançon pour pouvoir récupérer leurs données. Quand on fait des sauvegardes avec des révisions, ça permet de récupérer une sauvegarde qui a peut-être 1 jour ou 2 jours, peut-être même 3 jours. Et dans ce cas-là, on a perdu 3 jours, mais on n'a perdu que 3 jours. Que si on paye la rançon, on n'est pas sûr déjà de récupérer les données. Et puis deuxièmement, parfois la rançon peut être très très sévère. Ça peut être 300 000 euros, 400 000 euros. Il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on a ces moyens-là pour notre société de payer 400 000 euros sans être sûr de récupérer nos données? Donc très important. Et les sauvegardes doivent être régulières, très 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 régulières. C'est un axe, vous devez, je dirais, quasiment vous organiser une journée et vous dire, je vais planifier mes sauvegardes, je vais les organiser, je vais faire ce qu'il faut pour que j'ai aucun souci avec mes sauvegardes. Si je me prends un rançongiciel, je peux récupérer ma société en deux temps de mouvement. Si vous ne le faites pas, demandez-vous combien ça va vous coûter si vous perdez tout. Les mises à jour, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Juste, je voulais expliquer, c'est important. Très, très important. Ça n'est pas que de la mise à jour esthétique. Aujourd'hui, les mises à jour sont beaucoup faites pour des raisons de sécurité parce que tous les applicatifs ont des failles. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, la faille, elle est toujours là. Il n'existe aucun site Internet au monde qui a une sécurité 100%. Aucun. Ça veut dire que dès que vous êtes connecté, vous êtes piratable, même si vous êtes le FBI, la NSA et je ne sais quoi. L'hameçonnage, donc, c'est une technique qui vous fait croire que vous êtes sur un site alors que vous n'y êtes pas. Et cette technique-là est de plus en plus efficace parce que justement, les gens ne sont pas assez vigilants. Comme je le disais en tout début de mon intervention, le problème de la sécurité, c'est un problème de connaissance. Ce n'est pas un problème de mauvais sens, enfin qu'on ne s'y intéresse pas, c'est qu'on ne sait pas qu'il y a des problèmes de ce genre-là. Quand on est au courant, on peut se protéger très facilement. Mais si on ne l'est pas, on se fait avoir tout aussi facilement. Donc, cette notion-là est une notion capitale. Il faut être informé. Donc, on peut mettre à votre disposition, je le ferai à la fin, on peut mettre à votre disposition des fiches qui vous permettent de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le hameçonnage, je vais le faire court, qu'est-ce que c'est, quels sont les risques et comment on se fait avoir. Parce qu'on se fait avoir et on se fait avoir souvent. Est-ce que j'ai le temps de tout énumérer? Oui.
Quelques conseils, donc quelques outils que je peux mettre à vos dispositions à la fin pour ceux qui s'intéressent. On a des fiches conseils sur les mots de passe, la sécurité, sur les réseaux sociaux, pour comment sécuriser votre téléphone, parce qu'aujourd'hui, votre téléphone, c'est quelque part un peu votre ordinateur de votre entreprise, sauf que vous l'avez dans la poche. Qu'est-ce qui se passe si vous le perdez? Posez-vous la question. Il faut sécuriser, éviter de perdre vos données, c'est parce que les données comptables, ça peut coûter très cher si on perd tout. Gérer les mises à jour, sécuriser vos usages pro et perso, et surtout les fiches comment réagir face à un vol de données, face à une extorsion d'argent et sur les escroqueries financières. Je vous remercie de votre écoute, j'espère avoir été dans les délais, je ne vois pas trop l'heure, voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, voire même obligatoire, d'avoir, par exemple, à l'embauche, une formation concernant la sécurité informatique et les règles, entre guillemets, de navigation web et de téléchargement? Ah bah, je dirais que c'est quasiment la première chose, la première règle qu'on doit mettre dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, on doit communiquer sur la sécurité parce que c'est important. Mais effectivement, il faut aussi prévoir ça dans le cadre d'une embauche parce que celui qui est embauché devra se plier, entre guillemets. C'est pas très compliqué, mais en fait, il faut impérativement mettre des règles de sécurité. On peut perdre très gros. Des sociétés ont coulé à cause de ça. Il y a par exemple une société, c'est arrivé encore récemment, une société comptable, ils se sont fait escroquer de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros avec la technique du faux président. C'est-à-dire que quelqu'un a appelé en se faisant passer pour une autre société très importante qui était un client. En fait, ça ne l'était pas. Et quand on n'a pas les méthodes pour vérifier ça, eh ben, on perd 15 millions. C'est pas tout le monde que ça se rend compte. C'est sûr. L'employeur s'expose-t-il à plus de risques s'il n'équipe pas ses salariés de matériel en termes d'ordinateur ou téléphone portable? Est-ce que du coup, le fait de fournir un ordinateur est déjà, je vais un peu plus loin dans la question. Est-ce que le fait du coup de fournir un ordinateur avec les logiciels préinstallés, avec du coup des pare-feux, avec aussi des limitations en termes de ce que l'on peut installer, télécharger et autres, ça limite du coup pas mal les risques que l'on peut avoir informatiquement parlant du coup. Écoute, Tanguy, non seulement ça limite, mais je dirais même que ça blinde. Quand vous mettez à disposition d'un collaborateur un ordinateur qui a déjà été prévu et pensé pour la sécurité informatique avec un logiciel antivirus pro, avec des blocages d'accès qui ne permettent pas de rentrer dans le système, avec tous les éléments de sécurité comme un VPN, par exemple, pour qu'on puisse communiquer entre l'entreprise et l'employé de façon sécurisée et cryptée, quand on fait ça, on a la garantie qu'on a quasiment pas de risque d'attaque sur ça. Par contre, si effectivement l'employé utilise son propre ordinateur, ça peut être un ordinateur qui a déjà été vérolé, donc qui est déjà susceptible de transmettre des vers, des virus, des choses comme ça, et qui surtout permettra par un pirate, en passant par l'ordinateur de l'employé, d'arriver sur le serveur de la société avec des conséquences que l'on connaît qui peuvent être très graves. À quelle fréquence faut-il mettre à jour les mots de passe? Alors, il n'y a pas vraiment de règles, mais je dirais que c'est une question d'usage. Si pour vous, faire une mise à jour des mots de passe tous les 3 mois, c'est suffisant et pas trop contraignant, faites-le comme ça. Le simple fait déjà de penser à modifier ces mots de passe de façon régulière, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, si c'est fait tous les ans, c'est moins bien. Tous les 3 mois, c'est mieux. Il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de vous. Et je pense que vous allez y être malheureusement plus sensible le jour où vous vous ferez pirater, forcément. Et est-ce D'où qu'il existe l'intérêt de ce des... webinaire. Oui, c'est Oui, ça. pardon. Est-ce qu'il existe des systèmes pour forcer la réinitialisation du mot de passe, par exemple à la connexion de l'ordinateur tous les 6 mois? Alors oui, on peut mettre en place, il y a des logiciels qui permettent d'automatiser toutes les données de sécurité. Ce sont des logiciels qu'on installe et qui vont vous faire des rappels, en fait, tout simplement. Mais rien ne remplace l'homme. Enfin, l'homme, la femme, bien sûr. C'est le collaborateur ou le responsable de l'entreprise qui décide de ce genre de choses et c'est comme ça que ça se met en place. Enfin, le logiciel n'est qu'une aide. C'est soi-même. Le résultat, c'est par soi-même. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à adresser à Gérard, du coup, par hasard?
Alors, je voudrais juste intervenir. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue, je ne sais plus si c'était lors d'un club, mais il y avait une personne qui disait que ça coûtait, et c'est un peu la question de Aurélia, ça peut paraître cher d'équiper d'un ordinateur son collaborateur. Il faut savoir, avec Gérard, on a acheté 12 ordinateurs pour une salle de formation. On n'a pas acheté du haut de gamme. On a acheté des ordinateurs portables professionnels d'occasion. Mais surtout, c'est Gérard qui a décidé ce qu'on mettait dessus. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Donc après, c'est vraiment une question à se poser. Il faut savoir que les ordinateurs familiaux sont souvent des ordinateurs très puissants parce que votre grand ado est un gamer. Si vous faites du télétravail professionnel pendant et que l'ado attend derrière pour installer son nouveau jeu, là, vous prenez des risques probablement importants. Donc, l'employeur doit, c'est un peu une deuxième réponse que je ferai à Aurélia. Je pense que même une TPE, hein, quand vous avez du personnel administratif qui est en télétravail, n'hésitez pas à fournir le matériel et à fournir le matériel installé avec la version qui va bien. Pour rebondir, Luc, sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est important, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est oui, c'est bien, mais ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, c'est pas la vraie question. Parce que la vraie question, c'est est-ce que j'ai les moyens de supporter une attaque? Est-ce que j'ai les moyens de supporter si je me fais prendre un rançongiciel sur toutes mes données et que, par exemple, je suis graphiste et toutes les données de tous mes clients se trouvent cryptées, y compris ma comptabilité? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir rendre la comptabilité, je ne vais pas être en règle au regard de la loi, ça veut dire que je vais quasiment perdre tous mes clients pour économiser peut-être quoi, 400, 500 euros? C'est une question à se poser. Bon, la réponse, je la connais. Et puis, je ferai encore un petit complément, puis après, je me t'ai promis. Allez. On parle souvent RGPD. Il faut savoir que dans le RGPD, l'employeur est responsable et l'employeur est responsable aussi s'il y a un manque de sécurité. C'est-à-dire que s'il n'a pas installé son informatique en bon père de famille ou mère de famille, eh bien, il est face au règlement RGPD en tort. Pénalement responsable, oui. C'est-à-dire que la CNIL va intervenir. Au départ, on a obligation d'informer la CNIL que nous sommes attaqués. Première réaction qu'on nous demandera, c'est de réagir et de résoudre l'attaque. Deuxième réaction, la CNIL fera une enquête. Pourquoi vous avez été attaqué? Et si on voit que c'est géré sans aucune règle ou politique ou autre, vous serez peut-être encore plus pénalisé. On passe de victime à complice, quasiment. Exactement. Très bien. Et ben, comme il n'y a pas d'autres. Ah, bah si, voilà. Euh, du coup, en rebondissant, validez-vous le fait qu'utiliser un téléphone perso, du coup, devrait être interdit dans le cadre professionnel? Alors, interdit, non. Non, non, la sécurité ne va rien interdire. La sécurité amène que du bon sens et des bonnes pratiques. On ne va pas interdire l'usage d'un téléphone ou l'usage d'un ordinateur. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une bonne pratique que d'utiliser son téléphone perso pour l'entreprise? Ça, c'est une question que le chef d'entreprise doit répondre. Il n'y a pas d'interdit, non. Très bien. Eh ben, merci Gérard. Du coup, si Merci d'autres à vous. questions arrivent depuis le chat, si des questions reviennent aux participants, on reviendra à la fin en ouvrant les micros. Je t'invite à couper ton partage d'écran du coup Oui, et du coup je vais activer le micro de Sandrine. Aujourd'hui, moi, je vais prendre la suite de Gérard pour parler sécurité, mais d'une autre manière, c'est-à-dire comment aujourd'hui utiliser un espace de coworking peut faciliter et sécuriser le télétravail pour les employeurs et également les salariés. Donc, c'est peut-être... alors, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de Zoom, parce qu'en fait, j'ai un problème avec ma souris, donc je n'arrive pas à passer mes...
Mes slides. Ah si, c'est bon, ça a marché là. Voilà, donc peut-être un petit préambule sur qu'est-ce que le coworking. Une mission réalisée par la Fondation Autrement en 2018 en fait, a fait un énorme état des lieux sur l'existence des tiers-lieux en France. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, enfin en 2018, alors aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être certainement aller jusqu'à 2000. Il existe 2000 tiers-lieux, enfin il existait 1800 tiers-lieux en France en 2018. Quand on entend tiers-lieux, on entend espace de coworking, Fab Lab, enfin voilà, différents lieux qui permettent de travailler voilà, de travailler sous toutes ces formes. C'est un mouvement de fond sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur milieu urbain, périurbain et également rural. Et nous partageons, nous, ces missions-là chez Chlorophylle et dans beaucoup d'espaces de coworking qui sont favorisés et améliorer les conditions de travail des actifs, mais également contribuer et promouvoir de nouvelles formes de travail, tout en contribuant à l'écomobilité du territoire et au dynamisme de ce même territoire. Qu'est-ce que le coworking en fait? Parce que c'est un petit peu un mot utilisé aujourd'hui par beaucoup de monde. Ce sont des postes de travail individuels en open space ou en bureau partagé, des lieux qui sont conviviaux mais qui restent professionnels. Ce sont également des services mutualisés, puisqu'on mutualise les coûts avec le Wi-Fi, l'imprimante, la possibilité d'accéder à des salles de réunion, à des espaces communs comme les cuisines, les salles de pause, etc. Et puis, il y a également une autre partie qui est la partie échange entre professionnels et espace collaboratif, où se nouent, on le voit tous les jours, hein, des relations entre les différents coworkers dans les espaces. C'est aussi un engagement flexible grâce à une facturation au temps passé. Alors, comment est-ce que le coworking peut faciliter et sécuriser le télétravail? On l'a vu des deux côtés, c'est-à-dire pour le salarié, mais également bien sûr pour l'employeur. Comment est-ce que le coworking peut faciliter et rassurer? Donc, rassurer les salariés sur la non-dégradation de leurs conditions de travail. Quand on parle de télétravail aujourd'hui avec la crise du Covid, on parle surtout de home office et de télétravail un peu dégradé. Nous, quand on parlait de télétravail avant la crise, c'était pas tout à fait la manière dont on envisageait le télétravail quand on a été sur du télétravail lors du premier confinement. Donc, l'important aujourd'hui, c'est de rassurer les salariés, mais également les employeurs, sur la façon dont on peut conserver une frontière entre le domicile et le travail, même si on reste en télétravail, tout en évitant, d'une manière générale, les déplacements. Qu'est-ce qu'on propose également? C'est pouvoir avoir un cadre et une ambiance de travail et la possibilité d'être au cœur d'une dynamique, même en télétravail. Donc, c'est une manière de rompre l'isolement, surtout quand le télétravail est à plein temps. Et puis, c'est également des postes de travail adéquats, puisqu'on a pu avoir comme témoignage de nombreuses personnes qui, bien entendu, vu l'urgence de la situation, n'avaient pas forcément des postes de travail adaptés chez eux. Les entreprises, ainsi, elles offrent aux salariés une façon de concilier les temps de vie, hein, vie pro, vie perso, réduction des déplacements. Ça reste aussi un moyen de pouvoir conserver ou améliorer la qualité de vie au travail. Hein. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très important, et également le bien-être au travail. De l'autre côté, comment est-ce qu'on peut sécuriser le télétravail? C'est aussi, de la même manière, pour l'entreprise, pouvoir conserver une frontière entre le domicile et le travail, notamment sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, mais également l'augmentation des addictions, un peu moins surveillables aussi, on va dire, ou réalisables quand on est hors de l'entreprise, et avec des études qui montrent également que c'est des choses qu'il faut faire très attention, auxquelles il faut faire très attention.
C'est aussi le moyen de conserver l'engagement et la motivation des salariés en proposant un cadre de travail et une ambiance professionnelle. Ne pas être attiré par voilà, tous les aspects négatifs qui ont pu être nommés, qui sont pas toujours, qui sont souvent, qui peuvent être vrais, hein, et qui permettent de sortir justement de ce cadre du domicile pour ensuite pouvoir aller travailler plus en sécurité, et donc des locaux professionnels adaptés au travail. Les autres atouts du coworking au service de l'entreprise, aujourd'hui, on a du recul et on sait que il y a eu énormément de transformation du travail, la production des activités est devenue plus immatérielle grâce justement à toutes les innovations informatiques, les modes collaboratifs et pluriels, qu'il y a également des nouvelles aspirations sociétales, pas forcément que pour les jeunes et qui vont au-delà du travail. On souhaite pouvoir vivre plus à la campagne, être propriétaire de sa maison, moins prendre les transports, voilà, réinvestir le do-it-yourself, faire les choses par soi-même, rechercher du sens dans son travail. Et tout ça, c'est un mouvement de fond qui est apparu depuis plusieurs années et qui était là avant le Covid et qui a, bien sûr, et qui a peut-être aussi été un peu voilà, cristallisé par l'effet de la crise sanitaire. Mais c'est notamment également le cas plus particulièrement pour les jeunes générations qui ne voudront plus jamais travailler tel que leurs parents travaillent actuellement et qui qui aspirent à d'autres équilibres de vie, besoin de donner plus de sens à leur projet professionnel. Ils ont également la capacité à faire plusieurs choses en même temps et ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a beaucoup et pour la majorité qui ne se voient plus travailler de la même manière que travaillaient leurs parents dans des bureaux classiques. Et donc, en sachant qu'ils représenteront plus de la moitié des actifs d'ici quelques années, l'entreprise, et c'est là où je voulais en venir, a un besoin quand même de renforcer son attractivité et cela passe notamment, mais pas que bien sûr, par l'utilisation de nouveaux modes de travail, de nouvelles formes d'emploi et également donc de nouveaux lieux et de nouvelles façons de créer le collaboratif et le coopératif dans l'entreprise. C'est également la manière pour une entreprise, enfin un des moyens, hein, un outil pour accompagner l'agilité et la maîtrise des coûts, puisque les locaux restent adaptables à la fluctuation et au développement de l'entreprise, ou bien à son développement territorial. La souplesse des engagements permet de se déployer sur un secteur géographique de manière temporaire ou de pouvoir développer son activité dans un premier temps et derrière de pouvoir changer de positionnement ou d'augmenter les volumes de mètres carrés, etc., tout en étant sur un mode un peu souple. Et puis, on est également sur l'utilisation en fonction du temps passé, puisque dans la majorité des cas, on paye quand on utilise, en fait. L'intérêt aussi aujourd'hui, parce que les espaces de coworking sont des réseaux, sont des acteurs neufs, hein, mais se structurent aussi. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les structurer en réseau et d'avoir une réponse pour les employeurs commune qui permettent finalement une certaine équité, puisque une entreprise qui souhaiterait pouvoir mettre des salariés dans des espaces de coworking aurait un interlocuteur et aurait également la possibilité de pouvoir dispatcher ses salariés au plus près de chez eux. Et donc, parce que l'offre aussi devient plus importante et sur le territoire et permet d'avoir une réponse pour chaque salarié pratiquement. Je vous ai mis la carte d'un de nos réseaux là qui s'appelle Extramuros et où vous voyez que partout dans la région Rhône-Alpes, il y a un espace à proximité des salariés au sein de la région. Voilà. Il me semblait intéressant de pouvoir aussi montrer, si on n'avait pas cette image en tête, comment les entreprises peuvent aussi mobiliser
ces outils-là pour accompagner une démarche RSE, notamment dans la réduction des déplacements. Je vous ai indiqué à gauche, en fait, sur la partie gauche, en fait, les déplacements en lien, donc à partir de la CCEL, donc sur la droite, en lien avec les autres territoires. Et où là, on voit, et à l'intérieur, on voit qu'au sein de la communauté, au sein de la CCEL, il y a déjà énormément de mouvements et qu'en plus, il y a beaucoup de trafic, effectivement, à l'aller comme au retour, entre le centre de Lyon, tout le reste en rose du périmètre, et avec le secteur Rhône-Amont qui est Misieux, Vaux-en-Velin, etc. Voilà. Donc, on voit un petit peu le trafic, et on le connaît quand on est du territoire, comme c'est compliqué aujourd'hui de se déplacer. Le schéma de droite est un peu plus ancien, mais je l'ai conservé quand même parce qu'il me semble aussi très intéressant visuellement, où on voit en fait la manière dont on circule aujourd'hui sur l'agglomération et comment on peut contribuer en restant plus proche de chez soi quelques fois dans la semaine ou dans le mois, s'éviter les déplacements. Donc, il est possible de réduire les déplacements, d'être contributif à des plans de mobilité et bien sûr également de pouvoir mutualiser et réduire les coûts de fonctionnement, que ce soit sur des loyers, que ce soit sur des remboursements de frais de déplacement. Voilà. Alors, quand on parle d'entreprise, on peut aussi, il ne faut pas oublier les indépendants ou les toutes petites entreprises qui peuvent aussi bénéficier de ces nouveaux modes, de ces nouveaux bureaux, en fait, où en fait, ils permettent de la même manière une frontière entre le domicile et le travail, un cadre et une ambiance de travail pour conserver l'engagement et la motivation, une manière de rompre son isolement, et puis, chose très importante, un lieu pour coopérer et partager des bonnes pratiques et se développer. C'est également un lieu, et ça je ne l'ai pas indiqué, on est confronté aussi à ces clients, puisque en fait, quand on va dans un espace qui est en dehors de l'entreprise, on est au milieu en fait, de ces clients potentiels. Et ça, c'est aussi intéressant, que ce soit en termes d'image ou bien en termes aussi de retour sur l'entreprise elle-même. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc ça pour dire que le coworking peut être un outil pour accompagner les entreprises et les salariés dans la conciliation des temps de vie, la qualité de vie au travail, la réduction des déplacements, d'une manière plutôt mixée, puisqu'on peut tout à fait imaginer qu'il y ait du temps passé dans l'entreprise, du temps passé en home office et du temps passé dans des tiers-lieux. Il me semble que c'est intéressant de pouvoir mixer avec toutes ces situations-là en fonction aussi, bien sûr, de la capacité et des postes qui sont potentiellement et télétravaillables et accessibles à des espaces de coworking. Voilà. J'ai été assez… Voilà, si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Moi, j'allais plus que poser une question, j'allais aussi poursuivre parce que donc là, tu présentes ce que tu fais comme activité, donc un espace de coworking, mais il y a le coworking aussi, ça peut être, ou en tout cas la question du tiers-lieu, ça peut être aussi une solution pour les entreprises. C'est difficile à dire, mais un petit peu en déclin de croissance. Typiquement, les anciennes industries qui se sont soit réorientées, soit qui sont passées d'un très grand nombre de salariés à un nombre plus restreint, mais qui ont toujours des surfaces un petit peu surdimensionnées par rapport au nombre de salariés. Du coup, c'est aussi une manière du coup de pouvoir monter des projets avec les collectivités pour dire, bah voilà, nous on a quand même des espaces qui sont faits pour travailler et c'est une manière aussi de transformer des bureaux inoccupés du coup en une forme de ressource pour certaines entreprises. La question du tiers-lieu. On voit aussi fonctionner les échanges. Alors là, on reste plutôt en interne aux entreprises, mais des grosses structures qui permettent d'aller travailler dans d'autres sites parce que le site le plus proche, ce n'est pas forcément le site du salarié. Mais voilà, donc là, on appelle ça plutôt du corpo working. Donc, on reste au sein de l'entreprise, mais on permet
aux salariés voilà, d'aller sur un autre site 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc là, c'est un petit peu différent. Mais oui, oui, sous des anciennes gares ou voilà, sur certains territoires, il est possible aussi de pouvoir revitaliser des lieux et des territoires avec des structures déjà existantes complètement. Oui, je lance ça aussi parce qu'on a de plus en plus de territoires et de plus en plus avec cette question du télétravail qui se démocratise, entre guillemets, ou en tout cas qui devient une réalité pour beaucoup de monde. Ben, on a beaucoup de territoires qui bénéficient pas forcément d'espaces de coworking et donc je lançais ça aussi en disant que souvent, si on a des espaces trop larges pour notre entreprise, ça peut être une bonne occasion en tout cas de les valoriser dans des territoires où on manque peut-être de ces solutions comme peut porter Chlorophylle au final. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Sandrine? Je pense que là, vu qu'on est sur la fin, à Sandrine ou à Gérard, même vous pouvez réactiver vos micros normalement si Ah, ça vous convient et prendre la parole. Sandrine, Oui. Sandrine, tu m'entends? Oui. Est-ce qu'on a eu une baisse d'activité ou un surcroît d'activité là avec le Covid chez toi? Il y a eu plus de monde, il y a eu Alors, moins de monde. on a eu une baisse d'activité puisque les entreprises devaient demander à leurs salariés de faire du télétravail. Par contre, pour les salariés ou les indépendants qui n'avaient pas la possibilité de travailler de chez eux, on était là pour le deuxième, voilà, surtout à partir du mois de septembre, on n'a pas Hein. refermé les structures. En fait. Par contre, effectivement, les salariés viennent parce qu'ils ont besoin de venir, mais ils viennent moins. Voilà. Après, D'accord. on a gagné des nouveaux coworkers par contre aussi. Voilà. Voilà. Et je Plus, pense plus, qu'on plus va. de gens, mais moins longtemps, quoi. Ouais, Oui, c'est ça, ouais, exactement. ouais. Voilà. Ok. Et moi, j'aurais une question pour toi, Sandrine. Dans l'offre du coworking, est-ce que vous faites du clé en main, c'est-à-dire que la personne, elle doit pouvoir venir avec son ordi et utiliser vos connexions, mais est-ce qu'elle peut venir sans rien et elle se retrouve avec un poste complètement installé, prêt à l'emploi, un poste informatique, entre autres? Aujourd'hui, non. Alors, on a un poste. En fait, on met à disposition surtout des écrans. On a 2 écrans qui permettent pour les personnes qui ont l'habitude de travailler sur double écran Hein. et qui ont des portables, on leur met à disposition. On a 2 écrans dans l'espace et elles se servent quand elles ont besoin. Mais on n'a pas de mise à disposition de matériel. D'accord. Au niveau d'un centre de coworking, est-ce qu'on a et ça recoupe avec la présentation de Gérard, est-ce qu'on a un pare-feu commun ou est-ce qu'on a chacun ses méthodes de sécurité? Alors, ça dépend des espaces de coworking. Il peut y avoir des serveurs et des pare-feux communs. Après, la plupart ont des pare-feux individuels ou de l'entreprise ou des VPN. D'accord, on réunit pas ça sur un serveur, on a plutôt chacun ses connexions avec ses correspondants. Ouais, Nous, c'est ce qu'on a. Après, il y a des espaces, ça dépend en fait des espaces de coworking. d'accord. Et quel est le plus efficace, Gérard, dans ce cadre-là? Alors, le plus efficace, ça va dépendre de ce que la personne a installé sur son propre ordinateur. C'est-à-dire que s'il a installé juste un logiciel de gestion de mot de passe et que quand il arrive dans le centre de coworking, là, il y a par exemple une connexion en VPN, forcément, en coworking, la sécurité sera bien supérieure. Mais l'inverse peut être possible. Il est possible, je n'ai pas d'avis là-dessus, il est possible que des centres de coworking n'aient pas de VPN et un particulier puisse avoir un VPN connecté sur son ordinateur. Auquel cas, il est bien mieux protégé que les Bien autres. sûr. Ouais. Le coût d'un VPN est dérisoire mensuellement pour une Ouais, entreprise. Ça me semble être aujourd'hui un investissement obligatoire. Vu le gain et la sécurité que ça apporte, c'est quasiment obligatoire, surtout en télétravail.
Et au niveau, il y a plusieurs niveaux de qualité dans les VPN ou Ah oui, oui, là, il y a du choix. il Il y y a a des trucs beaucoup qui de... servent à rien, puis des trucs super sophistiqués C'est qui un coûtent petit très peu ça. cher. C'est un petit peu ça. Et il y a aussi le mix des deux, c'est-à-dire des produits très puissants à des prix raisonnables. Bon, ça va être le bon, quoi. Je pourrais vous donner quelques indications pour ceux qui le souhaitent, pas de souci. Ok. Et pour toi, donc, un prix raisonnable, c'est quoi? Imaginons un particulier, enfin, un télétravailleur avec son portable qui doit avoir un VPN sécurisé pour se connecter à ses serveurs entreprises. Disons que quand un particulier qui va mettre entre 5 et 10 euros par mois, il est très bien protégé déjà. D'accord. Ouais, 5 ou 10 5-10 euros euros, par mois. Ouais. c'est pas grand-chose. bien. Enfin, pour ce que ça apporte, c'est pas grand-chose. Après, on a aussi beaucoup, enfin souvent des personnes qui nous disent, mais voilà, on va voir nos écrans quand on passe derrière nous. Enfin, c'est vrai que ça peut être, alors pas souvent, mais ça nous est déjà arrivé. Je sais que c'est des choses qui tournent dans la tête des employeurs et des salariés. Bon, aujourd'hui, il existe des manières de protéger son écran efficace. Et puis, je donne toujours, en fait, moi, l'exemple de la personne qui voyage professionnellement en TGV et qui n'hésite pas à faire sa présentation client ou regarder ses fichiers de contrôle de gestion dans le TGV et qui sécurise rien du tout et qui est même capable de communiquer au téléphone sur la stratégie de l'entreprise à voix haute dans le TGV. Donc, et ça, voilà, je me dis, c'est pas une question de lieu de coworking, etc. C'est une question plutôt liée à l'entreprise et à la sécurité et à la confidentialité qu'on demande aux salariés aussi, quoi. Voilà. En fait, Gérard l'a présenté, là, ce qu'il disait lorsqu'il disait de sécuriser le Wi-Fi. L'un des conseils qu'il donne souvent, je me rappelle, c'est ne jamais utiliser de free Wi-Fi, de Wi-Fi complètement ouvert, où tout le monde peut communiquer dans les cybercafés, etc. Il faut des Wi-Fi protégés. Et des grandes marques d'opérateurs téléphoniques comme Free, dès qu'on ouvre une box Free, ils ouvrent automatiquement un compte Free Wi-Fi. C'est ça. Amusez-vous de vous arrêter devant une barre d'immeuble avec votre voiture et votre portable sur les genoux. Je vous garantis qu'une fois sur deux, vous pouvez vous connecter à Internet facilement. Et vous faites pas les deux, hein. Vous faites pas l'ordinateur pendant que vous roulez, hein. T'as raison. Et là, quand on est sur un free Wi-Fi, là, c'est porte ouverte, hein. On me laisse les clés sur la porte, comme dit souvent Gérard. On laisse les portes. On a une jolie porte blindée, mais on laisse les clés sur la porte. Alors moi, j'ai une autre question là pour Gérard aussi là. Quand j'étais encore en activité, c'est-à-dire il y a 5 ans, on avait effectivement un système central et tous les gens qui voulaient se connecter sur le réseau de l'entreprise avaient ce qu'on appelle un token Oui. qui délivrait un mot de passe aléatoire à chaque connexion. Oui. Est-ce que ce système existe toujours ou ça a été remplacé par des VPN sécurisés Non, alors, sophistiqués? alors le VPN permet de sécuriser la connexion entre deux points. Je sais pas si on voit bien là. Entre ce point-là et ce point-là, on va sécuriser la donnée entre les deux. Par contre, le fait de se connecter sur un serveur, le système de sécurité par clé est très puissant. Parce que même qu'on ait un VPN ou pas, si on arrive à se connecter sur un serveur, ça pose aussi des problèmes. Donc oui, ça reste d'actualité, c'est très puissant. C'est complémentaire en fait. Oui, tout à fait. Ok. En fait, en sécurité, il n'y a jamais trop. La notion de trop n'existe pas. Le trop, c'est chacun qui le décide pour soi-même. Ok. En fait, Gérard, parce que c'est un homme avec une bonne approche humaine, il n'a pas voulu surfer sur les informations récentes. Pourtant, moi, je l'aurais fait, moi, Gérard. On est scandalisé quand on écoute les infos et qu'on apprend que l'hôpital de Villefranche est complètement bloqué 72 heures. Quand Gérard vous parle de sauvegarde, personne n'est à l'abri. On a vécu, nous, une attaque. Tous nos clients étaient par terre. On a passé une nuit blanche à chercher la sauvegarde saine. Mais quand on fait des sauvegardes, il y a un moment donné, on va trouver une sauvegarde qui n'a pas été attaquée. Donc, que l'hôpital soit complètement fermé, ça veut dire qu'ils n'ont pas géré la sauvegarde. Tout simplement. Oui, il y avait un défaut de gestion, c'est sûr. Voilà. Ouais, d'accord. Il y avait le responsable informatique qui était là, qui disait
on a été prévenu une semaine après le début de l'attaque, mais même ça, je veux dire, Et en fait, quand on dit des sauvegardes, et on en fait beaucoup, c'est-à-dire que la sauvegarde à côté, la sauvegarde quotidienne, la sauvegarde hebdomadaire, une qui part de l'entreprise, enfin, il faut faire ceinture et bretelles. C'est contraignant, mais quand on voit le gain, un hôpital, merci de me rappeler l'exemple, Luc, cet hôpital comme ça qui s'est retrouvé bloqué, c'est ahurissant, et je pèse les mots, c'est ahurissant. À partir du moment où il y a quelqu'un derrière au niveau informatique qui a sécurisé ce genre de choses-là, ils peuvent se prendre une attaque. J'insiste, on ne peut pas se protéger d'une attaque. On se fera de toute façon attaquer. Le truc, c'est de savoir est-ce qu'on peut réagir, quelles sont les conséquences. Quand les conséquences, c'est un hôpital qui est bloqué pendant 3 jours, c'est absolument inadmissible. Parce que il existe des méthodes qui permettent de façon extrêmement simple d'être sécurisé et de pouvoir récupérer une sauvegarde de 3 heures, par exemple. Donc, ça veut dire que l'hôpital, au pire, aurait perdu 3 heures de données, bon, mais il continue à fonctionner. Alors que là, de se retrouver avec un hôpital bloqué, à se poser la question, est-ce qu'on est d'accord pour payer 300 000 euros de rançon, voilà. La question ne se pose même pas. Elle devrait même pas se poser. À partir du moment où on a anticipé, ce genre de problème n'arrive pas. Ou alors quand ça arrive, on a déjà la solution. Et c'est d'où la question à se poser. Ça coûte de l'argent, ça coûte un petit peu d'argent, oui, c'est vrai. Mais combien ça peut éviter de perdre? Référence aux 300 000 euros de rançon ou 14 millions qu'a perdu la société de comptabilité. Ouais. Voilà. Ok. Bah, peut-être juste aussi sur la partie, enfin, c'est le dernier coup de projecteur. En fait, nous sommes des TPE, nous sommes parfois des entrepreneurs indépendants, etc. En fait, on parle bien sûr des grosses affaires, mais vraiment, un artisan qui perd ses données, c'est grave, c'est gravissime pour lui. On a revu l'informatique au niveau de l'association Mi-Plaine, on s'est forcément posé la question, Roger, en tant que président, sera responsable si nos fichiers adhérents avec des données liées au recrutement se retrouvent sur la rue, quoi. La responsabilité d'un petit patron de TPE ou d'un patron ou d'un président d'association, la responsabilité est mise en cause. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a bien œuvré. Mais c'est pas fini. Très bien. Ok. Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, on a pu échanger à la fin. Merci Sandrine, merci Gérard. Je rappelle juste, j'en profite pour rappeler juste que le dernier webinaire de cette série de 3 webinaires sera mercredi prochain et sera sur l'optimisation de la qualité des espaces de travail. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bon après-midi à tous et merci d'avoir été présents. Merci. Merci à nos intervenants. Merci à tout le monde. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.